En live, on est en live, mais pour l'instant, il n'y a personne. Si, il y a déjà Oxure. Ça y est, ça va trop vite. J'arrive plus à lire vos noms. Fred Tess, tout le monde, Farno, Max. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue tout le monde, je retourne la caméra. Yep. Salut tout le monde, on est avec Aisa Design. On est là pour commenter, pour analyser la conférence qu'on vient de voir. On s'est déjà un petit peu engueulé sur certains sujets. Non, donc c'est ça pas risque vrai. d'être chaud. Oh, quand même, hein. Non, mais on commence déjà à s'engueuler. Mais en fait, il faut être d'accord avec moi. Je t'explique, c'est comme ça que ça marche. Non. Team Marion, hein. Alors, oui, nous aussi, on est perplexe sur cette keynote. On va voir ça avec vous. Alors là, on a démarré le périscope pour vous avoir. On n'a pas encore démarré vraiment l'émission parce que, comme vous pouvez le voir, on va aussi s'enregistrer traditionnellement. Vous voyez, la caméra est déjà en place, l'écran de contrôle est déjà en place. Donc ça, on n'a pas encore démarré, mais on voulait d'abord commencer avec Periscope pour que vous nous rejoigniez. Et puis, moi, je vais continuer à installer qu'on démarre. Pendant ce temps-là, Marion va vous faire la causette. Déjà, je vais peut-être installer la caméra périscope à son bon emplacement. Yep. Alors, et on va faire les tests de cadrage. Ton périscope est allumé, tu suis là celui de Naotech ou pas? Non, il faut que je prenne mon iPad. D'accord. Hop. Alors, attends, je place... Alors, comme d'habitude, hein, ceux qui ont l'habitude, si vous voyez le micro dans le champ de la caméra de périscope, c'est normal. Le plus important, c'est qu'on ne le voit pas dans le champ de la vraie caméra. Alors, voyons voir ce que ça donne comme cadrage. Yep. On espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi la keynote qui vient de se dérouler, on résumera un petit peu les choses. De toute façon, on va vous expliquer comment tout ça se passe. Oh, j'ai un joli bug avec Periscope, regarde. Ah, je l'ai eu aussi, celui-là, ouais. Inception. Ouais. Hop, ça y est, on a démarré. Il faut... Alors, ce qu'on va déjà demander aux 80 personnes qui sont dans la chatroom, aux 99 personnes qui sont dans la chatroom, vous cliquez sur le nombre de personnes qu'il y a, là, 103. On ne me voit pas. Merci, je me suis décalée. Oui, mais non, mais je préfère décaler à la limite l'iPhone parce que le plus important c'est la caméra là-bas. Donc vous cliquez sur le nombre de personnes qui sont connectées sur le périscope et là vous zoomez un peu en bas et vous pouvez partager comme ça le périscope qu'on est en train de faire. Vous partagez sur Twitter avec tous vos abonnés. Là, je le tweet avec Jérôme Kenborg, publié et comme ça les gens peuvent venir nous rejoindre. Donc c'est plus sympa. Oh là 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 là, ça tweet, oui, bah du coup, oui, ça va vibrer dans tous les sens. Silencieux tous les petits trucs. Alors, autre principe que j'aimerais inaugurer avec ce périscope, c'est déjà, je vais recadrer, ok, donc moi je suis un peu coupé, donc ça c'est bon. L'autre truc, pour que la chatroom soit vraiment interactive, oui, il y a Whisky qui vient de passer derrière nous, pour que la chatroom, ça soit vraiment, vraiment interactif, on va essayer un truc. C'est qu'on va parler donc de la keynote et des annonces d'Apple. Et sur Periscope, vous pouvez exprimer votre satisfaction en temps réel. C'est-à-dire quand on va aborder un sujet que Apple a abordé pendant la keynote, si c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous intéresse, vous tapotez sur votre écran sur Periscope et ça va faire des cœurs. Là, il y a déjà pas mal de monde qui met des cœurs. Et donc comme ça va créer des cœurs sur le bord de l'écran et on verra comme ça la rediff si les sujets que Apple a abordés ont été intéressants ou pas. Et lesquels vous avez préférés, lesquels vous ont le plus intéressé. Et moi, ce que je propose aussi, c'est quand on n'est pas d'accord sur un sujet, dans cette keynote, on pourra faire voter la chatroom sur un gagnant et un perdant, et le perdant devra croquer la pomme. Non mais je mange pas ce que tu manges. Hein. Bon, si. On verra. Peut-être qu'on jouera un petit peu avec la pomme à croquer parce que on ne sait pas vous, mais nous, il y a des choses qui nous ont plu, il y a des choses qui nous ont moyennement plu dans cette keynote. C'est toujours intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui détestent Apple qui sont là. C'est intéressant aussi. Moi, je trouve qu'il y a eu des choses très très intéressantes, mais on y reviendra vis-à-vis de Google. Il y a un vrai positionnement d'Apple par rapport à Google. Donc, même si vous êtes plutôt quelqu'un qui n'aime pas Apple, restez quand même avec nous parce que je pense qu'on aura pas mal de choses à échanger avec vous.
N'hésitez pas à échanger entre vous aussi avec la chatroom. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas bien Periscope. Nous, on peut pas vraiment voir la chatroom en temps réel et on peut pas scroller dedans. Donc vous allez probablement parfois parler un petit peu dans le vide. De temps en temps, on prendra la chatroom et on lira vraiment vos questions. Donc ça devrait bien se passer. Moi, ce que je te propose, Marion, pendant que j'installe la caméra et qu'on lance vraiment l'émission, c'est que tu parles peut-être du petit film qu'on a vu au début, parce que toi, tu y as vu plein de références, et non, voir ce que vous en avez pensé. Ça allait très très vite. En plus, je ne savais pas qui c'était. Je vais peut-être paraître inculte, mais je ne savais pas qui était le mec. Oui, alors oui, Olish, j'ai vu par contre la même chose que toi, vu que j'ai vu le film Birdman. C'était juste Birdman, c'est-à-dire que c'était les coulisses de la WWDC, je sais pas, c'était un backstage où t'as une personne, l'homme là qui présentait, qui passait à travers plusieurs sets, il a croisé plusieurs personnages d'applications célèbres, notamment les petits oiseaux de Monument Valley, il a tapé un Angry Birds, il a croisé voilà plusieurs personnalités d'app connues et tout ça en espèce de faux plan séquence à la Birdman. Pour ceux qui ont vu le film qui est sorti cette année, ça faisait quand même assez référence à ça. Donc moi j'ai vu voilà Birdman, Community parce qu'il y avait l'acteur super marrant, je connais plus le nom. Je sais plus son nom. Dans la chatroom, est-ce que vous vous souvenez du nom soit du personnage, soit de l'acteur de Community qu'on a vu. Je confonds avec The Big Bang Theory. Ouais, tu confonds avec Danny Puffy, on nous dit. Alors là... Ah, Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste Daquet. Tiens, Jean-Baptiste... salut. Oui. Et Jean-Baptiste Daquet vient de lancer un Kickstarter. On fait une petite page pub. Il a lancé un Kickstarter vachement bien pour apprendre le code à vos enfants. Comme ça, ils auront un métier quand vous serez au chômage. Abed. Voilà, Abed. Donc Jean-Baptiste Daquet, allez voir son Kickstarter. C'est JB. JB, c'est ton. Bah oui, c'est ton JB Twitter. Avec un T à la fin. Oui. Voilà. On vous Vous le voyez dans la chatroom. Allez-y et puis donnez vos sous. À nous, vous les donnerez plus tard. Pour l'instant, vous les donnez à Jean-Baptiste. Gardez des sous quand même, un petit peu pour nous. On plaisante ou pas. Écoute, moi je crois que la caméra est bien. Elle est où ma télécommande? Elle est là. Je check juste que la caméra démarre bien. C'est bon. Est-ce qu'il y a le son? Parle un petit peu, Marion. Je parle pour tester la vidéo du Canon 70D. Enfin, le petit micro rose qu'il y a au-dessus. Attends, je vais le mettre un petit peu plus près de ta bouche. Voilà. Vraiment que c'est beaucoup plus près? Oui, mais tu sais, c'est un micro canon, donc il fait un cône de son assez précis, relativement précis. Par contre, il faudra qu'on fasse gaffe, on n'a que 50% de batterie. Donc je pense qu'il faudra arrêter à un moment la caméra principale, pas Periscope, mais juste la caméra principale, et le faire en 2 fois. Bon, et ben on va lancer l'émission. Juste un petit point, moi j'ai pas testé du tout Tidal. Alors je sais pas comment on dit, Tidal pour les Français, Tidal pour les Américains. Donc je vais pas pouvoir comparer. Donc en effet, si vous avez testé de votre côté, j'ai vu quelques messages passer. Salut Patrick. Salut Patrick. Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience. Salut Palindin Bleu. Désolé, on n'a pas lu les noms de tout le monde. Vous êtes quand même 162 là en live maintenant, donc c'est vraiment sympa. Et Patrick, il en a pas eu assez après le direct. Ouais, Patrick, il faut qu'il continue. Désolé, Patrick, là, on n'a pas encore trouvé comment incruster une fenêtre. Il faudrait qu'on le mette dans l'iPad, tu sais, Patrick, au milieu de nous deux, sous Skype. Mais il faudrait voir comment le chat peut parler aussi. Alors, le chat est en train de dormir sur un accoudoir du merde, on peut pas canapé, vous le montrer. Mais là, c'est assez exceptionnel ce qu'est en train de faire le chat. C'est-à-dire rien, comme tous les chats. Ben, je pense qu'on va lancer ce petit live. Je le redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là, vous êtes sur Periscope. Ce qu'on va essayer d'innover sur ce Periscope, on va parler des annonces d'Apple de la WWDC 15. Donc ce qu'on a aimé, pas aimé. Et vous pouvez dire ce que vous avez aimé en tapotant sur votre écran. Ça va déclencher des petits cœurs sur le bord de l'écran. Et plus il y aura des petits cœurs, plus on verra si les annonces d'Apple vous ont plu ou pas. Donc si ça vous a pas plu, vous tapotez pas. Hein.
Pour l'instant, il n'y a pas de système pour mettre des pouces down. Mais voilà, les thumbs up, c'est les petits cœurs. Donc c'est le principe pour rendre la chatroom interactive. On va lancer le vrai live, enfin l'enregistrement de ce live. C'est bon, ça tourne. J'ai la lumière dans la gueule. Oui, tu veux que je la monte? Tu veux que je la monte un peu la lumière? Si c'est possible. D'accord. Alors, faux démarrage, faux départ, vous voyez. C'est un peu ma faute, je me plains un peu au dernier moment. C'est les petits pains techniques. Non, mais c'est vrai que le soleil vient de se coucher, là. Alors, est-ce que ça fait les cœurs sur Android? J'avoue que j'ai pas testé encore. Oui, ça fait les cœurs sur Android, normalement. Oui. À moins que ça bug. Bah attends, je vais essayer de regarder. Oui, Ah, c'est les bon. gens disent oui, donc Ça va mieux, là, la lumière? nickel. Fais voir, lève la tête pour voir si ça te fait des ombres... Non, ça te fait pas d'ombres disgracieuses. Je viens de faire a priori plein de cœurs, donc a priori ça marche, les petits cœurs sur Android. Bon. Nickel. Yep. Avant qu'on commence, n'oubliez pas les gens qui viennent d'arriver. Vous pouvez cliquer sur le nombre de gens connectés. Vous voyez, il y a une petite silhouette avec 175, là actuellement personne. Si vous cliquez là, vous avez une option pour partager le flux live à votre Twitter. Donc comme ça, plus de gens nous rejoindront et ça sera encore mieux. Donc n'hésitez pas à partager ce flux live autour de vous, à votre famille, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos employés, à tous vos amis. Ok, on va démarrer. Yep. C'est bon là, les lumières, tout est bon? Moi je suis bien là. Ok, ça roule. Alors, bienvenue à tous sur cette analyse de la WWDC 15 par Apple. C'est donc la grande conférence des développeurs, c'est ça, d'Apple? Oui, tout à fait, annuel. On est en direct en fait avec nos chers amis de la chatroom de Periscope, de l'appli Periscope, qui fort heureusement et fort à propos est sorti sur Android, c'est quoi, la semaine dernière? Oui, on était à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg. Donc, ça. en tout cas, nos amis Android nous rejoignent, nos amis iOS sont là, et nos amis Windows Phone nous regardent à travers un navigateur pour l'instant. Peut-être qu'elles Oui, sortent. alors on va quand même regarder un petit peu les notifications sur Twitter pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Android Periscope. Ou qui ont un Windows Phone. Ou qui ont un Windows Phone, ou ceux qui préfèrent regarder sur le web et qui préfèrent interagir sur Twitter. Donc on a quand même un œil sur les notifications du compte Naotech TV. On va pas avoir un œil sur chacun de nos comptes perso par contre. Donc on vous encourage vraiment à réagir sur les notifications, enfin à nous notifier sur Naotech TV. Voilà. Donc, cette émission, nous, on vient de regarder vraiment, on a démarré ce live 5 minutes après la fin du live de la keynote de la WWDC. Donc, c'est vraiment nos impressions à chaud. On a eu des débuts de polémique, mais on a essayé de pas trop les démarrer pour les garder un petit peu pour vous en direct. Donc, on va commencer au niveau des annonces. Alors, toi, Marion, tu as été très consciencieuse. Pendant que je préparais les pizzas, tu as pris beaucoup de notes sur ce qui s'est passé. On a parlé déjà du petit film. Moi, j'aimerais juste dire un petit mot sur le petit film quand même qu'on a vu. On est dans la continuité de ce qu'on voit depuis quelques keynotes pour moi. C'est que l'empreinte Cook, plus divertissante, plus dédramatisante, plus cool pour certains trucs, se fait de plus en plus sentir. J'aime pas revenir en arrière et dire « Ah, si Steve Jobs avait été là, il aurait jamais permis un truc comme ça ». Mais il se décoince un peu du bulbe, pour pas dire autre chose, chez Apple. Et c'était assez créatif, parce qu'ils ont pris un film Birdman, qui est quand même pas le film le plus accessible du monde, comme référence. C'est un peu le film arty. Ouais, c'est intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une belle façon de commencer la conférence. Pour le coup, ça s'appliquait bien à voir les coulisses ou le backstage de la keynote, si c'est bien ça que j'ai compris. Ouais. Et donc ça fait bien référence au film Birdman, avec un espèce de faux plan séquence où on voit l'acteur principal, entre guillemets, évoluer dans les scènes. C'était assez sympa, assez innovant. Et n'oubliez pas, ceux qui sont en direct donc sur Periscope, si vous avez aimé aussi ce début de conférence, vous cliquez sur votre Periscope pour mettre des petits cœurs. Comme ça, on verra plein de petits cœurs sur le bord de l'écran.
Et on sent aussi qu'il y a les personnalités qu'on préfère, genre Craig Federighi, quand il est arrivé sur scène avec ses petites blagues bien placées, etc. On peut parler justement de la personnalité. Alors déjà, Tim Cook met pas mal ses équipes en avant. Il a bien compris ceux qui étaient là pour faire rire et tout ça, qui décoince. Nous, on a un problème, et je sais pas vous, mais on a un problème avec un mec dans la conférence quand même. Ah, j'ai pas noté son nom. Non plus. Peut-être la chatroom le connaît, c'est celui, enfin, va trouver, celui qui est responsable des Apple Watch. Mais alors, il a le charisme d'un poulpe. Il parle d'une voix monocorde. Celui qui a présenté WatchOS 2. WatchOS 2, franchement, il n'est pas au niveau presse. Il va falloir le faire bosser un peu. Alors, en plus, Kevin Lynch. Kevin Lynch, en plus, on s'était déjà fait la remarque lors de la présentation de l'Apple Watch, qui était donc l'année dernière, il y a 1 an. Où on s'était dit, dis donc, il rend pas la chose très excitante. Surtout que, bon, on reviendra sur l'Apple Watch après, mais c'était quand même assez excitant ce qu'il avait annoncé. Et moi, il a réussi à m'endormir presque avec ses annonces. Tanuki Sen64, j'ai eu exactement la même remarque que toi. Enfin, il a fait la démo au poignet. Je pense qu'il a dû voir le petit bad buzz sur Twitter ou en tout cas sur Internet. La petite remarque où quand on fait une présentation sur Apple Watch, c'est bien de l'avoir en conditions réelles sur le poignet. Tout à fait. Bon, on va revenir dans peut-être par ordre chronologique. On va peut-être commencer à parler d'OS 10, puisque c'est là où on va peut-être aller assez vite, parce qu'il y avait des annonces sympas, mais moi, ils n'ont pas parlé de photos, donc tout le reste, je m'en fous. Non, je plaisante. Rapidement, et comme ça, dans la chatroom, si vous avez aimé certaines choses sur OS 10, vous n'hésitez pas à mettre des petits cœurs ou à faire des commentaires. Donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour OS 10 ? OS 10, donc ils ont mis l'accent sur l'expérience et la performance de l'OS. Spotlight s'est un peu mis à jour avec des résultats un peu plus riches. Il va y avoir ils ont ajouté des gestions un peu plus riches au niveau de mail avec la présence des onglets. Moi, j'aimerais surtout que Mail, ils le rendent plus stable, parce que je sais pas vous, mais Mail, c'est un des logiciels, je trouve, les plus instables sur macOS et il plante assez souvent, quoi. Il y a des ajouts de gesture via le trackpad où on peut swiper latéralement, par exemple, pour supprimer un mail. Donc ça emprunte aux comportements tactiles. Donc ça, c'est assez marrant de voir que finalement, les plateformes mobiles, tablettes et smartphones influencent l'ordinateur, alors qu'ils avaient mis l'accent sur le fait que c'était normalement 3 systèmes distincts, parce qu'on n'a pas la même expérience sur les 3 plateformes. Mais on rentre dans l'ère de la porosité des OS. Tu vois, je viens d'inventer un terme, je le dépose tout de suite, tac, tac, tac. La porosité des OS, c'est vrai que certains usages qu'on a sur nos tablettes et nos smartphones, on a envie de les retrouver sur nos ordinateurs, et Apple a assez bien compris ça. Et au moins, à soit la connerie, soit l'intelligence, selon si vous aimez Apple ou pas, de reconnaître ses erreurs et de revenir en arrière, de changer un petit peu son fusil d'épaule. C'est pas forcément des erreurs, je pense que c'est surtout l'évolution des comportements des utilisateurs avec l'arrivée du mobile. C'est comme lorsqu'on disait le skeuomorphisme c'est nul. C'est pas vrai, ça a permis un apprentissage des interfaces et des interfaces mobiles pour indiquer de manière intuitive comment interagir avec ces nouvelles interfaces mobiles. Et donc on reprenait des éléments du réel pour qu'intuitivement on ait envie de tourner la page avec le coin de la page qui est un petit peu plié. Donc là, il y a des choses qui sont rentrées, des comportements tactiles qui sont rentrés dans les mœurs. Maintenant, les gens sont habitués avec ces gestures, et donc peu à peu, ils vont les implémenter, ou certaines, sur l'ordinateur. Donc du coup, là-dessus, ils reviennent un peu sur ce qu'ils disaient, ils évoluent, mais pour le coup, j'entendais que le discours de Microsoft était un peu plus à la page pour ce point-là. Depuis le début, eux, ils voulaient un système unifié sur plusieurs résolutions, mais ça reste un système. Là, on reste avec iOS, OS X et WatchOS. Donc bon, on a quand même 3 plateformes. Ils osent pas trop dire qu'ils aimeraient bien les fusionner, quoi. Oui, mais je pense qu'ils cherchent pas. Par contre, ils cherchent à fluidifier l'expérience utilisateur sur les différents OS, mais ils veulent quand même. Je pense que le hardware garde ses spécificités pour une raison marketing toute bête. Ils veulent pas nous vendre un seul device comme Microsoft avec sa Surface. Ils veulent nous vendre 3 devices différents, enfin au moins 2 devices différents. Ils veulent nous vendre des MacBook Air, des tablettes, avec des fonctionnalités que tu retrouves pas forcément sur les uns et sur les autres, en disant que tu peux pas tout faire avec le même objet.
Oui, mais Microsoft a le même discours en fait. Tu as des comportements bien spécifiques entre ordinateur, tablette et smartphone Oui, mais et informatique portée. Mais là, la problématique, c'est que si on se place du point de vue consommateur, c'est que tout ça, ça devient très compliqué. Ah non, mais attends, là je suis sur le Mac, c'est OS X El Capitan. Je suis sur mon smartphone, c'est iOS 9. Attends, mais non, je suis sur mon Apple Watch, donc c'est pas iOS, mais c'est WatchOS. Oui, mais alors d'abord, pour revenir juste sur Microsoft, avec la Surface jusqu'à la nouvelle, ils ont voulu nous vendre à la fois une tablette et un ordinateur en disant qu'on pouvait faire les mêmes choses dessus. Et ça a créé quand même une grande confusion avec Windows 8, où on avait plusieurs types de bureaux différents sur... C'est pas la même chose. D'accord. C'est pas la même chose. L'erreur fondamentale de Microsoft, c'est qu'ils ont eu deux bureaux. On avait deux bureaux. Ouais. Ils ont compliqué la chose. Sur un ordinateur, on a deux bureaux. Comment l'utilisateur peut se retrouver quand il a accès à certaines apps à un bureau et quand il a accès à d'autres programmes sur un autre bureau? C'est juste trop compliqué. L'utilisateur lambda, ça le fait trop réfléchir. Mais Bon, alors tu trouves que c'est mieux... C'était une erreur Ouais. programmée en fait. Enfin, c'était un échec. C'est mieux ce que fait Apple ou avec leurs OS, ça rend les choses plus claires ou toi tu trouves quand même que la séparation est confusante? Je trouve ça un peu hypocrite la séparation comme ils le font parce qu'au final ils vont avoir, comme tu le dis, ça va être de plus en plus poreux. Ouais. Il y a qu'à voir avec le handoff, la fonctionnalité handoff, ça communique entre. Il y a des codes d'interface qui sont communs. Donc c'est vraiment, bon là c'est une conférence développeur. Et même au niveau hardware, ils vont amener le Force Touch sur les ordinateurs. Enfin, il y a un certain nombre Mais de... là où c'est logique, c'est que là, on est quand même positionné en tant que conférence développeur. Donc pour les développeurs, en effet, c'est 3 OS spécifiques parce que c'est 3 développements différents. C'est là où je suis d'accord. Mais pour le consommateur, c'est un poil trop compliqué. Il y a matière à débat. On se le garde pour une autre fois, on se le met sur le coin de l'oreille. Rapidement, les évolutions de Spotlight, du search en général, qu'il y a sur macOS, mais enfin rien de ce que tu as écrit là, sur Spotlight. Oui, mais j'ai pas trop vu, j'ai pas eu trop le temps de voir ce que c'était. D'accord. C'est surtout sur iOS où on a eu le temps de voir un petit peu. Oui, on en reparlera peut-être avec iOS et Siri, l'évolution en gros du search sur l'ensemble. Par contre, bon, il y a eu l'ajout de gesture. Un truc marrant, c'est le Windows Management, où tu disais, ok, là, ils ont complètement pompé Windows. Ça, c'est sur iPad. Ah, c'était sur iPad, t'as raison. On mélange un petit peu tout. Alors, pour vous dire quand même, quand ils présentaient OS X, on était un petit peu en train de manger nos pizzas. Alors moi, j'étais à la cuisine, donc j'ai raté des trucs. Et moi, je notais en mode industriel, petite secrétaire au fur et à mesure. Non, alors peut-être les annonces importantes, c'est effectivement Metal. Moi, là, j'étais de retour avec ma pizza. Quand ils ont annoncé l'arrivée de Metal sur OS 10. Moi, Metal, je suis vraiment de... Alors, Metal, c'est on va dire la couche graphique sur les iPads et sur les iPhones qui a permis des jeux en 3D comme Vainglory, je suis super fan, donc des jeux vraiment qui poutrent en 3D sur iPad et sur iPhone, et là ça va débarquer sur macOS. Ça peut être intéressant. Alors moi, j'ai remarqué quand même que les jeux arrivent de plus en plus vite sur Mac. Alors, avant, ça mettait 3 ans un jeu à arriver sur Mac. Tu vois, une adaptation d'un hit, tu pouvais pas jouer sur ton Mac avant 3 ans. Maintenant, ça va quand même beaucoup plus vite, notamment avec Steam. Donc, est-ce que ça va être une opportunité pour accélérer encore le développement des jeux sur la plateforme macOS? On verra bien. Par contre, c'est quand même intéressant pour les gens comme toi et moi qui utilisons des Macs pour travailler au quotidien, c'est que toute cette sous-couche, après je suis pas développeur, va permettre d'accélérer les rendus, les calculs. C'est ce qu'il disait, c'est l'axe performance. Voilà. Qui va pouvoir optimiser les capacités de certains logiciels. Ils ont cité After Effects, par exemple. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Metal, est-ce que c'est quelque chose qui vous a enthousiasmé? Tiens, la chatroom, cliquez sur les petits cœurs si c'est quelque chose qui vous a plu. L'arrivée de Metal sur macOS ou si vous en avez rien à foutre. Il y a aussi pour les utilisateurs de Safari et les passionnés, maintenant la fonctionnalité Mute qui va vous permettre de trouver facilement quel est l'onglet qui vous fait un son nuisible et parasite votre navigation sur un autre onglet de recherche. Donc voilà, ça va vous permettre de pouvoir trouver la source de ce son plus rapidement et de l'éteindre d'un clic. Donc ça, c'était
c'est présent depuis assez longtemps sur Chrome. Mm. Et donc, c'est très, très bienvenu sur Safari. Ce qu'on avait d'autre... Voilà, c'est l'annonce OS X El Capitan. Moi, j'avoue que je suis El pas Capitan, spécialiste. ah oui, alors le nom El Capitan. Donc a priori, on n'a pas vérifié, mais je pense que c'est ça. C'est une montagne qui est à Yosemite, El Capitan. On va peut-être regarder en direct. Ou la chatroom, est-ce que vous avez vérifié que El Capitan était bien une montagne ou un lieu d'ailleurs de Yosemite? El Capitan est une formation rocheuse verticale de 900 mètres de haut située dans la vallée de Yosemite aux États-Unis. Ok. Bon, c'est un nom... bon, pourquoi pas. Ah bah, à la limite, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut, c'est l'évolution de nos ordinateurs. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être avant qu'on passe à iOS, ou quoi que non, on a encore pas mal de choses à dire, l'app Note et tout ça. Mais il y a une chose que j'ai trouvé intéressante parce que je l'avais un peu pronostiqué. On en avait parlé dans le rendez-vous tech et dans Upload. C'est qu'Apple a pris... une démarche, une posture marketing, comme on dit, une posture marketing sur la confidentialité des données. Ils ont, alors après on peut les trouver hypocrites ou c'est un autre débat, mais en tout cas ils ont clairement annoncé, et là c'est clairement, ils sont en train de créer une différence avec le monde Google, de dire nous, ok, nos ordinateurs sont chers, on est parfois en retard sur les développements, mais nous, nos infos sont confidentielles, on ne fait pas de business avec vos infos. On y reviendra quand on parlera de Siri, justement, et de l'évolution Google Now de Siri, mais ils ont mis un peu les points sur les i, et je pense qu'ils ont raison parce que ça va créer une vraie différence, qui est toujours bon pour nous consommateurs, entre Google et Apple. Qu'est-ce qui te fait rire? Oui, alors il faut qu'on vous explique. Si vous entendez des bruits de croquettes, c'est qu'en fait, Whisky, il faudrait vraiment qu'on la montre à l'image. Whisky a une boule dans laquelle on lui met ses croquettes pour qu'il fasse un peu d'exercice quand il mange. Donc il est obligé de donner des coups de patte dans la boule à croquettes. Voilà. En fait, il a réussi à l'amener dans le salon alors que normalement, elle reste bloquée dans la cuisine. Donc vous risquez d'entendre des drôles de bruits. Bonne app à Whisky. Faut faire pareil avec Jérôme. Ça, c'est un peu dégueulasse. Mais pourquoi pas? Moi, je me verrais bien avec c'est méchant, c'est méchant. Une grosse boule de nourriture. Moi aussi, remarque. Boule à chat obèse. Il est pas obèse, je tiens à préciser. Il est juste très gros. Enfin bon, bref, revenons sur la keynote. Revenons sur la keynote. On peut parler de l'évolution de Note. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a pas mal d'évolutions. C'est à la fois dans iOS 9... et dans macOS 10. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'était plutôt iOS 9 et WatchOS où ils ont vraiment jumelé des évolutions. Bah, Note, c'est entre iOS et... Non, ça a été sur iOS. C'était dans iOS. Ouais. Oui, c'est ce que je dis. Mais là, on est encore dans OS 10. Bah, l'application Note, la présentation qu'ils ont fait, c'était sur C'était iOS. dans iOS, donc on n'en parle pas tout de suite. Donc, non, mais en fait, on a fini. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur iOS 10? Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaitez points aborder? Parce que nous, c'est vrai que c'est pas notre cœur d'intérêt, disons. Même Spotlight, Joseph, Spotlight, on va en parler justement dans iOS, parce que c'est là où on trouve... Ils en ont vraiment plus parlé sur smartphone, enfin même sur iPad. Alors, passons justement peut-être à iOS 9. Qu'est-ce que tu as noté sur iOS 9? Sur iOS 9, un des gros points, c'est le multitasking. Donc là, je saute un petit peu, c'était pas forcément dans cet ordre-là, mais quelque chose qui nous a marqué, ça va être le multitasking, avec le slide over, où on va avoir un panneau qui va venir par-dessus l'application qu'on était en train d'utiliser. Donc voilà, ça a fait comme une colonne sur le côté dans laquelle on peut scroller, on peut changer d'app en faisant un glisser vers le haut, ça réduit l'app dans cette colonne là pour faire apparaître les autres apps qu'on peut placer à cet endroit là, et il y a le split view qui permet de diviser vraiment en deux l'écran, soit en 30-70, soit en 50-50, l'écran avec deux apps. Donc là, pour le coup, ça fait vraiment penser à la Surface, pour ceux qui connaissent la Surface de Microsoft.
C'est vraiment, ça reprend le même principe. En même temps, c'est bien, comme on dit, c'est pas forcément du copier ou c'est du copier positif parce que c'est pour améliorer. Chacun améliore ses fonctionnalités en puisant de l'inspiration chez les concurrents. Alors, précision quand même assez décevante. A priori, l'ensemble de ces fonctions-là, c'est que à partir de l'iPad Air 2. Donc le dernier, le slide over et le picture in picture seront disponibles à partir de l'iPad Air. Oui. Voilà. Et le split view, sera disponible à partir de l'iPad Air 2. Donc le split view, qui est quand même un multitasking plus avancé parce qu'on peut interagir en même temps dans les deux apps. Vous êtes ambidextre et du coup vous pouvez travailler sur les deux apps en même temps. Vous pouvez le faire avec les deux mains en même temps. Alors que le slide over, c'est plutôt la petite colonne qui vient par-dessus l'app que vous étiez en train d'utiliser. Moi je me demande là si Apple nous fait pas un petit coup... Parce que il y a un meilleur processeur dans l'iPad Air 2, il est plus puissant. Ah, mais c'est peut-être au niveau de la RAM, oui. C'est vrai que dans l'iPad Air 2, je crois qu'ils ont mis 2 Go de RAM. Alors, il faudrait que je vérifie, mais l'iPad Air 1... Je crois que c'est un problème de puissance. Plutôt un problème de mémoire vive, en fait. Pour justement pouvoir gérer deux apps en même temps. Oui, il y a 2 gigas dans l'Air 2. Est-ce que vous pouvez vérifier la chatroom s'il n'y a qu'un seul giga de RAM dans l'iPad Air 1? Pourriez-vous donner un exemple d'utilisation? Pour le slide over, ils ont donné comme exemple, par exemple, je ne sais pas si c'est exactement cet exemple-là, mais mettons qu'on est sur Evernote en train de rédiger une petite note. Et en fait, on reçoit un message et donc du coup, on va faire glisser la petite colonne sur le côté avec les messages, les iMessage qui apparaissent. Et du coup, on a une bonne visibilité sur toute la conversation avec la personne qu'on peut avoir. Et pour le split view, c'était Maps et je ne sais plus quelle autre application, peut-être un navigateur. Mettons que tu cherches l'adresse d'un restaurant sur Internet ou l'adresse d'un lieu, d'un monument, tu le mets dans Maps ensuite, et tu géolocalises et tu as les infos pratiques du monument dans l'autre app, quoi. Tu peux même faire un drag and drop de l'app d'une app à l'autre. D'une app à l'autre. En tout cas, moi je sais que je vais pas mal l'utiliser pour pouvoir regarder une vidéo d'un côté et prendre mes notes sur Evernote de l'autre côté. Ça sera quand même bien pratique. Et c'est vrai que là, on était un peu obligé d'avoir un ordinateur et son iPad pour pouvoir vraiment faire du multitasking. Merci en tout cas à la chatroom de nous avoir apporté la précision que c'est bien 1 giga sur l'iPad Air 1 et 2 gigas de RAM sur l'iPad Air 2. Donc merci à la chatroom de contribuer à la réussite de ce live. De quoi on parle de quoi ils ont parlé d'autres ils ont parlé de beaucoup de choses, donc il faudrait... Alors justement, la confidentialité des photos, c'était ça que tu voulais... Non, les API peut-être avant. Ouais, l'API. Ouais. Alors pour Spotlight, c'est comme on disait, Spotlight a l'air d'avoir été bien amélioré et couplé avec Siri. Donc c'est plus un champ de recherche, mais c'est le champ avec le petit microphone à côté. Donc c'est soit vous utilisez le champ de recherche, soit vous utilisez la fonction Siri, mais c'est situé a priori au même endroit. Lorsque vous accédez donc à Spotlight, vous allez avoir aussi des suggestions d'applications que vous utilisez le plus fréquemment en fonction du moment de la journée. Mettons que vous êtes le matin, vous allez consulter plutôt vos applications de news et de réseaux sociaux. Vous êtes au travail, vous allez plutôt utiliser vos applications de productivité de type Evernote ou même Mail, et vous êtes le soir, vous allez peut-être plutôt utiliser les applications Netflix, YouTube, pour regarder les vidéos, vous détendre, etc. Donc là, il va y avoir vraiment des suggestions. De la même manière, vous allez avoir des suggestions de contacts, donc juste en dessous du champ, les suggestions de contacts que vous utilisez le plus souvent, a priori c'est ça. Et ils ont ouvert en fait maintenant Siri et Spotlight vont avoir accès au contenu des applications, c'est-à-dire que vous pourrez faire une recherche qui va rechercher dans le contenu d'une application, disons, à quelle heure ouvre le restaurant La Belle-Mère qui fume, et ça va vous ouvrir peut-être l'application Yelp. Voilà, c'est un deep link, donc ça va ouvrir directement l'application pertinente
pour répondre à votre question. Donc ça, c'est très intéressant. L'autre grosse arrivée, avec iOS 9, mais ça concerne un petit peu l'ensemble des recherches. À la fois, c'est ce que tu disais, il y a un espèce de rapprochement entre Spotlight et Siri. Et donc l'arrivée, on va dire, d'une certaine intelligence dans les smartphones, dans les tablettes et même dans les ordinateurs. On va dire que c'est quand même puissamment inspiré de Google Now sur le principe. C'est le principe général, c'est de, enfin moi c'est comme ça que j'interprète. C'est d'abord de contextualiser les choses, c'est-à-dire de comprendre un petit peu ce qu'on recherche. C'est-à-dire, si je veux savoir mon temps de déplacement d'un point A à un point B, il faut que mon ordinateur, mon smartphone, ma tablette puisse dire, ok, il utilise généralement sa voiture à cette heure-ci, donc je vais regarder le trafic et je vais lui donner une information pertinente en utilisant toutes ces données-là. Toutes ces données que l'utilisateur aura données. Dans le cas de Google, c'est des données que vous donnez à Google. Et là, Apple, et c'est là où on a dit, a vraiment mis les points sur les i, ils vont fonctionner comme Google Now, en tout cas sur le principe. Mais par contre, là, ils en ont mis une couche et une surcouche et une recouche. Toutes vos informations resteront sur votre téléphone, ça passera même pas sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, ça passera même pas par les serveurs Apple. On ne veut surtout pas vos données. Donc on peut inventer un nouveau dicton. Jusqu'ici, on disait dans ces cas-là que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Dans le cas d'Apple, si c'est gratuit, c'est vous le pigeon. C'est-à-dire, ça ne fonctionnera qu'avec des devices Apple. Donc en fait, ton truc sera contextualisé, mais tu ne peux pas aller sur d'autres plateformes que des plateformes Apple avec ces informations-là. Oui, en même temps, Google Now est nettement moins bien implémenté si tu prends un iPhone aussi. Ah oui, c'est franchement pas utilisable Google Now sur l'iPhone. Oui. Enfin, il faut ouvrir l'app à chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis pas vraiment d'accord. Mais là où je te rejoins, c'est que cette keynote a vraiment mis l'accent sur un assistant, comme il disait, proactif. Donc, qui va essayer d'aller au-devant de vos besoins pour vous simplifier la vie le plus possible. Lorsque vous recevez, par exemple, une invitation à un événement ou à un rendez-vous, Mail va directement ouvrir le calendrier pour que vous ayez directement l'événement en place. Pareil, avec Siri, il va mieux supporter les langages dits naturels avec des formulations plus humaines, en fait. Il n'y a plus à essayer de faire attention à comment on parle pour parler à Siri. Le souci, c'est que Siri, moi, je l'ai finalement... On ne connaît pas ses fonctions, en fait, donc on n'ose pas l'utiliser parce qu'on ne sait plus ce qu'il sait faire. Voilà, Siri, pour moi, c'était un truc un peu bizarre où il fallait savoir comment lui parler pour réussir à avoir un vrai résultat. Il fallait lui parler de manière bien précise, avec une formulation pas humaine, pas naturelle. Toi, il y en a comprendre moi, Siri. Tu vois, il fallait presque des formules syntaxiques. Quoi. Voilà, quelque chose à la rigueur auquel je suis habituée avec le moteur de recherche Google, où je sais comment gérer les mots-clés, etc. Mais en langage, j'ai tendance à utiliser un langage plus naturel que Siri, forcément, ne comprenait pas parfetement, surtout en français, forcément, c'est moins poussé. Je vois que la chatroom est assez sceptique sur cette histoire de confidentialité des données. Moi, je vais donner mon opinion là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas être sceptique parce qu'en fait, Apple a tout intérêt à marquer cette différence-là par rapport à Google pour bien faire comprendre aux consommateurs. Après, je ne dis pas que Google, c'est des atroces, mais il faut savoir ce qu'on fait. Google, ils vous font des super services gratuits. Ils nous font des super services gratuits, mais derrière, leur cœur de business, c'est quand même de récupérer ce big data sur vous et pas forcément de vendre les fichiers au marketing, mais d'utiliser ça pour vendre de l'espace publicitaire ciblé autour de vos comportements. Et plus Google amasse de données sur vous, mieux c'est pour Google. Et ça leur permet d'offrir tous ces services gratuits. Apple, ils ont tout intérêt à se démarquer justement de ce positionnement de Google et d'Android en disant, nous, on gardera votre confidentialité. Ça ne transitera pas par nos serveurs. Et il y a quand même une réalité économique, c'est qu'Apple ne fait pas du tout de business avec vos données. Ils ont essayé avec iAds, ça existe encore, iAds. Attention, je n'ai pas dit qu'ils en feront jamais du business. Mais aujourd'hui, ils sont absolument pas leaders sur le business du data et de vendre votre data à des services marketing. Donc, ils ont tout intérêt
finalement à prendre ce positionnement différenciant par rapport à Google. Je suis tout à fait d'accord. On va faire une petite interruption pour que je change la batterie de la caméra principale, mais on continue avec la chatroom, hein, je vais juste aller prendre une nouvelle batterie. Donc on en était dans iOS 9, Marion, on a parlé donc de ce Siri intelligent, donc qui serait capable d'être proactif, d'anticiper un petit peu nos désirs et de devenir plus puissant en termes d'assistant. Donc pour ceux qui aimaient pas trop Google Now, vous aurez aussi la possibilité, lorsque vous avez un numéro non identifié qui vous appelle, votre smartphone, votre iPhone va aller chercher dans vos mails pour voir s'il n'y a pas un petit numéro qui correspondrait à l'un de vos contacts mails pour vous l'afficher. Et il va mettre un maybe, it is, etc., le nom de la personne à qui ça pourrait correspondre. Donc voilà, hein, si vous n'aimez pas qu'on fouille un petit peu dans vos mails, ça c'est pareil. Alors Fred Pernaut me demande si je vais revenir sur iPhone avec tout ça. Bon, pour être honnête, je ne l'ai pas complètement quitté quand même, hein, l'iPhone. Moi, oui. Marion, oui. Et c'est vrai que Google Now était vraiment le truc qui me manquait énormément. Sur iPhone. Une fois qu'on a goûté à Google Now et au service Google Now, c'est difficile de revenir en arrière. Comme j'ai dit souvent dans les émissions, ça rend le téléphone beaucoup plus intelligent, beaucoup plus smart. Donc si Apple réussit son pari, ils vont mettre du temps. Hein. Je pense que ça va pas se faire en 2 mois non plus d'avoir la qualité de service de Google Now. Mais d'ici 1 an, ça sera intéressant de faire un comparatif de service entre Google Now et le nouveau service d'Apple qui n'a pas de nom spécifique d'ailleurs. Non. Ils l'ont pas appelé Apple Now ou quoi que ce soit. Hein. Alors, concernant ta question, alors c'était Sawa, ou désolé si j'écorche ton nom, mais en effet, ils ont parlé d'un mode low energy, donc je n'ai plus le nom là. Je reviens, je vais fermer la fenêtre. J'essaie de retrouver ce que j'avais marqué. Low Power Mode, qui vous permettra de gagner jusqu'à 3 heures en usage normal. Donc c'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Alors, mais bon, moi, au lieu de faire des Low Power Mode, j'aimerais qu'ils fassent des batteries qui fonctionnent mieux. Juste. Oui, alors beaucoup, j'ai vu sur Twitter, disaient oui, en gros, c'est les Low Power bonne mode batterie qu'on a déjà sur Android. C'est vrai que quand même, en tout cas, moi je vois sur l'iPhone 6 Plus, la batterie est excellente, mais si en plus je peux avoir un mode... Ça a toujours manqué, j'ai trouvé chez Apple, un mode... On était un peu obligé de switcher manuellement en mode avion, et puis de baisser la luminosité, et d'enlever les notifs pour passer en mode. Donc s'il y a un vrai mode qui fait tout ça tout seul, ça serait quand même bien pratique. Et tant qu'on est en train de parler de choses un petit peu pratiques et terre-à-terre comme la batterie, on peut aussi parler du stockage de votre iPhone. Et là, ils ont annoncé en fait que la mise à jour over the air de iOS 9 va avoir besoin uniquement de 1,8 Go sur votre iPhone au lieu de 4,6 Go actuellement. Donc ça fait du gigot compressé, ça. Ouais, c'est une énorme différence. Et pour ceux qui ont des iPhone 8 Go ou même 16 Go et qui n'avaient pas la possibilité de faire des mises à jour over the air, ça, c'est une vraie amélioration. Et comme quoi, on a beau critiquer un petit peu comme quoi Apple ne prend pas en compte les remarques et les critiques du public, mais là, en tout cas, ils ont vraiment pris en compte et c'est une vraie amélioration et une vraie optimisation de la mise à jour. Et en plus, c'est un truc assez cohérent. Moi, j'avais testé l'iPhone 5C il y a plus d'1 an, et c'est un test que les gens regardent beaucoup parce que je pense que les plus jeunes d'entre vous, comme les 5C sont vraiment pas chers maintenant chez les opérateurs et tout ça, vont acheter des iPhone 5C qui n'a que 8 Go. Et avec OS 8, en gros, il lui restait quoi 6 Go. L'OS prenait énormément de place. Donc là, ça va faire gagner quasiment 3 Go aux possesseurs de ces téléphones-là. Donc c'est plutôt un beau geste de la part d'Apple d'optimiser ça. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec Snow Leopard. Sur nos ordinateurs, où moi je me souviens, j'avais gagné je sais pas combien de... J'étais tout content, j'avais l'impression de récupérer un disque dur. Donc c'est bien de la part quand même d'une compagnie de revenir sur ce qu'ils ont fait, d'optimiser, de refaire de la place.
Et la mise à jour, du coup, sera compatible à partir de l'iPhone 4S. Ça, c'est bien aussi, moi, Ouais. je trouve. Ouais. Je l'ai déjà dit dans Upload, mais quand on se balade dans le métro parisien, notamment, on constate que la majorité, en tout cas dans le métro, la majorité des gens qui ont un iPhone, c'est un 4S. Les gens n'ont pas, moi, j'en vois pas tant que ça, hein. Des 6, j'en vois très peu. Enfin, j'en vois quand même, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Et du 5 et du 5S, il y en a eu, mais je vois encore énormément de 4S. Très facilement, très facile à reconnaître avec leur vitre brisée derrière. Oui, tout à fait, Fred Pernaut. 1,8 Go, c'est pas la taille de l'OS, mais la place nécessaire pour la mise à jour. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur iOS 9? Peut-être rapidement, parce qu'on en est déjà... Je ne sais pas à quelle heure on a commencé. On a dû commencer à 22 Alors, heures. il y a eu aussi toute une partie sur Apple Pay, présentée par Suzanne Prescott. Hmm. Donc, Ça a l'air, non, ça a l'air bien, non, mais non, ça non. vient pas en France. C'est pas Suzanne Prescott, justement, Non. c'est Jennifer Bailey. Bailey, ouais. Suzanne Prescott, c'était pour l'application News. Ouais. Donc oui, il y a eu quand même 2 femmes sur scène cette année. C'est bien. Je pense qu'ils ont dû aussi entendre des critiques Ouais. là-dessus. Ben, Et donc, pour Apple Pay, pour faire court, il y a Square qui va travailler avec Apple Pay pour que son prochain petit dongle ouais, soit le petit compatible dongle à de Apple lecture de carte bleue soit compatible Apple Pay. C'est une bonne nouvelle pour Square, ça, quand même. D'être, on va dire, intronisé par Apple Pay, c'est plutôt une bonne chose. Bah, disons qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Je pense que vu le succès d'Apple Pay et tous les Ouais. partenariats qu'ils ont avec les banques, ils se sont un peu fait manger là-dessus. Donc, Apple Pay arrivera en Angleterre en juillet. Nous, on n'est encore pas concernés pour Non, ils l'instant. en ont même pas parlé hein, Mais- du reste du monde. hein. Ouais, par contre, ce qui est super, super intéressant, c'est qu'en en Angleterre, on pourra utiliser Apple Pay pour les transports en commun. Donc ça, honnêtement, au lieu d'acheter avec des petites pièces vos tickets de métro ou recharger vos cartes de cette manière-là, c'est quand même un vrai avantage. Enfin, moi, j'imagine bien à attends, ça va Paris être- cette facilité-là. Ah bah c'est génial. Tu arrives à ton guichet de métro, tu leur donnes ton iPhone et puis t'as un ticket. Moi je trouve ça vachement bien. Vous aurez aussi la possibilité de gérer vos cartes de fidélité via l'application Apple Pay, enfin via l'application Wallet. Oui, changement de pour nom. Feu Passbook qui meurt discrètement entre guillemets. Donc là aussi, Passbook, C'est dit adieu à cette le- application, c'est Wallet désormais. Pour moi, Passbook, c'est le souvenir, je crois, de la dernière boursouflade de skeuomorphisme Scott Forstall. de Scott Forstall. Vous vous souvenez avec le ticket qui passait dans le broyeur Le de broyeur, papier, quoi. Et là, on s'était dit, oh putain, mais ils vont un peu loin quand même là Enfin, c'était ridicule quoi, les ressources employées pour faire ce truc. Et donc, Passport disparaît et ils ont piqué le nom de Passbook. Google. Passbook disparaît et ils ont piqué le nom de Google, donc Wallet, Google Wallet. Ça, en même temps, Google va lancer Google Pay. Donc, et Wallet va prendre une place dans Google Pay. Donc, on va dire que c'est de bonne guerre. Ce vol de nom. Oui, oui, après ils ont tous des noms plus ou moins proches maintenant. Bah, Chacun a oui. fait son application de santé, chacun a fait son Mais application ça devient de- un peu chiant pour nous présentateurs parce que par exemple photo, maintenant je suis obligé de dire Google Photo ou Apple Photo ou photo de Apple. Voilà, c'est la fin des noms créatifs, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Dont on n'a pas parlé, mais il y a eu aussi une chouette amélioration pour Maps. Donc ils essayent un peu à peu d'imposer leur service de carte par rapport à Google Maps. Et donc vous pourrez retrouver aussi toutes les infos de trafic, de transport en commun en fait, que ce soit les lignes de bus, les lignes de métro, voilà, enfin bus, métro. Disons la que c'est suite. l'évolution naturelle de Maps Voilà. pour se mettre à jour, quoi. C'est la suite logique de Maps qui donc va proposer aussi des parcours step by step pour
les utilisateurs pour se rendre d'un point A à un point B avec les transports en commun. Donc là, ça fait vraiment itinéraire de Google Maps, ce qui est logique parce que c'est une valeur ajoutée qu'on ne peut pas ignorer, hein. C'était vraiment longtemps attendu, surtout utilisé sur son smartphone, c'est quand on est piéton aussi. Donc, moi, le truc que j'ai bien aimé, je sais que beaucoup d'utilisateurs Android se sont marrés quand ils ont vu qu'Apple parlait d'un clavier rapide sur les iPhones et les iPads. Mais j'ai trouvé ça assez bien implémenté, le coup de... Notamment, moi qui fais de plus en plus de saisie texte sur mon iPad sans avoir un clavier externe, de pouvoir, avec un double tapotement sur le clavier, transformer mon clavier en trackpad et finalement pouvoir sélectionner du texte sans être obligé de remonter dans le texte et de sélectionner le texte avec mon doigt. Je trouve que c'est des usages pas mal pour un usage pro, on va dire, de l'iPad. Et le clavier a l'air assez convaincant. Il faudra essayer, mais je trouve ça pas mal. Donc oui, pour finir, j'avais pas précisé, mais en effet, tout ce qui est information de transport en commun, etc., ça ne sera pas encore disponible en France. Il y a pour l'instant peu de villes qui sont élues. Et en effet, le clavier QuickType, je crois qu'ils appelaient ça QuickType, qui donc permet de transformer en trackpad et d'avoir aussi des raccourcis copier-coller, etc. Voilà, un vrai usage dans le clavier. Ouais, et ça, c'est pas mal du tout. Alors, quand même, un gros morceau aussi dans iOS 9. Pas de date pour la France. Pas de date pour la France. On n'a pas dit d'ailleurs, OS 10, ils ont donné la version développeur sort cet été. Et c'est à la rentrée, en fait, les sorties d'OS 10. Et d'iOS 9, ils ont dit dès maintenant pour les développeurs. Ah non, ça c'était pour les Watch. On a les différentes dates. Je crois pas qu'on les a notées. Je les ai pas toutes en fait. La chatroom, il va falloir nous aider. Est-ce que vous pourriez nous donner les dates de sortie développeur pour les différentes choses, pour OS X, pour iOS 9 et pour WatchOS? iOS 9, ça sera en bêta publique à partir de juillet. D'accord. Maintenant, donc, pour les devs, bêta publique. la version définitive sera pour l'automne, sûrement pour la sortie du nouvel iPhone. Je pense que ça doit être à peu près la même chose pour OS X. Je crois qu'OS X c'est la même chose. Et WatchOS, ils ont dit dès maintenant pour les devs et à l'automne pour le grand public. Possible. Il n'y aura pas de bêta public, nous précise Fred Pernaut. Pernote, d'ailleurs, je crois que tu avais remarqué qu'on ne prononçait pas ton nom. Mais c'est vrai que le T est souvent muet dans les noms français. Donc, Fred Pernote nous précise qu'il n'y a pas de bêta public. On reprend le cours de l'émission. Oui, alors quand même une grosse annonce autour d'iOS 9, c'est l'arrivée de News, donc une nouvelle application native d'iOS 9. Qu'est-ce que c'est que ce News, Marion? Toi, qu'est-ce que tu en as compris? Donc c'est justement l'application qui a été présentée cette fois-ci par Suzanne Prescott. Alors, c'est une application en fait, de curation d'articles selon vos goûts. Donc, le principe, c'est que lorsque vous ouvrez l'application, on va vous suggérer des sources de news ou des centres d'intérêt. Je ne suis plus sûre. Ouais. Je crois que c'est peut-être des centres d'intérêt. Je crois que c'est centres d'intérêt. Tu mets pas direct des flux dedans aussi? Non, c'est pas une question de mettre des flux, mais tu peux sélectionner la source. Ouais. Enfin, il y a certaines applications qui autorisent la source. Donc, je ne sais plus si c'est des centres d'intérêt ou une sélection de sources. Et en fait, ça va vous faire une curation d'articles. Et au fur et à mesure où vous lisez les articles, ça va vous donner des articles encore plus pertinents, etc. Là où c'est intéressant pour les quotidiens et les journaux, pour la presse, c'est qu'en fait, la mise en page peut être vraiment customisée à la marque, que ce soit le Times ou autre. Donc, ils peuvent vraiment faire des mises en page spécifiques, du texte enrichi, etc. Il y a des animations, des transitions. C'est très bien travaillé. Et donc, ils disent que ça peut être des partenaires Apple, donc qui vont utiliser la plateforme Apple pour faire cette mise en page d'articles, ou ça peut être tous les autres. Donc ça sous-entend que oui, aujourd'hui, ils nous ont montré les partenaires Apple qui ont fait l'effort de faire cette mise en page super belle, en tout cas, enrichie avec des animations, etc. Mais en gros, ça veut dire que la plupart du temps, vous aurez une mise en page lambda, donc je ne sais pas comment ça va se traduire.
mais Et puis il y vu avait le une fiasco de Newsstand, moi j'attends de voir avant. Il y avait une chose qui n'était pas très claire dans cette présentation de news. Bon, comme vous le savez, moi je suis un grand fan de Flipboard. Alors c'est vrai que ça a pas mal de points communs avec Flipboard. Moi, ce que j'aime bien dans Flipboard, c'est leur intégration de la publicité. Là, a priori, il n'y avait pas l'air d'avoir de pub. Ils avaient l'air de remonter des titres de presse qui normalement sont payants, même dans leur formule digitale. Donc, est-ce que... C'est ça qui n'était pas clair. Est-ce que, par exemple, pour avoir le New York Times et un autre magazine dans mon news, si je suis abonné à la version payante du New York Times, je vais avoir les articles payants. Tu vois, il y a tout ce côté-là qu'ils n'ont pas du tout abordé. Est-ce que c'est une tentative pour Apple de redonner un souffle à la presse digitale en nous permettant de créer des espèces de journaux, multi-journaux, mais qu'on payerait quand même. Enfin, tout ça n'est pas encore très très clair. Donc on va falloir qu'on attende un petit peu. Mais ça avait l'air assez joli. C'est un peu ce que je reproche à cette conférence, c'est que c'est censé être quand même une conférence développeur, donc adressée à des professionnels. Mais en fait, ça nous fait quand même beaucoup nous jeter de la poudre aux yeux et on n'a pas d'infos concrètes. C'est-à-dire que concrètement, la gestion de la pub, elle se fait comment ? Comment elle se fait le partage de revenus ? Pourquoi le New York Times irait mettre ces articles gratuitement sur la plateforme ? Donc, comment ça se passe ? C'est exactement de la même manière pour... Enfin, pas exactement, mais on n'a pas d'infos pour le service de musique, on en parlera plus tard, mais on n'a aucune info sur la rétribution des artistes pour leur super service musique. Mais ça, on y viendra à la fin. Mais bon, voilà. Mais c'est quelque chose qui est commun, en fait. C'est flou, et c'est d'autant plus dommage que là, on est en train de rentrer dans la guerre du contenu, et que Apple devrait dire clairement ce qu'ils vont faire, s'ils ont des méthodes alternatives. Rapidement, parce qu'il y a Eric Walt qui nous parle de Notes qui marche sur les plates-bandes d'Evernote. C'est exactement la réflexion que j'ai faite pendant le truc. C'est que le nouveau Note qui va permettre de faire pas mal de trucs que je trouve assez intelligents, et notamment de pouvoir faire des petits croquis dans ces notes. Pour moi, ça serait utile. Et c'est des choses... moi, je trouve qu'Evernote est un peu trop primitif en termes de mise en page. Alors, je sais qu'on peut rajouter des fonctionnalités à Evernote, mais moi, j'aime bien avoir un Evernote un peu pur, sans plugin et de trucs comme ça. Et c'est vrai que le nouveau Note que je n'utilisais jamais, y a Marquis Brownie qui disait en rigolant, Siri, Note et Apple Music sont vraiment les 3 apps que j'ouvre par erreur sur mon iPhone. Donc, j'espère qu'elles vont évoluer. Et Note, c'est vraiment l'app que j'ouvre jamais, quoi. Mais il a exactement résumé ce que tout le monde pense, quoi. Ouais. C'est les applications que tu mets dans l'application inutile parce que tu peux pas les supprimer de ton iPhone. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle Truc Apple et dedans, j'ai tous les trucs Apple, quoi. Et encore une fois, moi, j'ai le souci que les notes, j'ai besoin qu'elles soient présentes sur tous les supports, que ce soit web, iPad, enfin tablette ou smartphone. Alors, ok, en plus, moi, de mon côté, j'ai tendance à switcher de plateforme plutôt facilement parce que j'ai un Android, un iOS, une tablette iPad. Et bon, j'ai un Mac, donc à la rigueur, je pourrais utiliser en majeure partie Notes, mais j'ai toujours ce souci que les services Apple sont propriétaires de la plateforme Apple, et donc si je change du jour au lendemain, je ne pourrai pas retrouver toutes mes notes. Et si tu dis que Evernote est primitif sur la gestion du type de contenu qu'on peut mettre, sur les dessins, etc., Note est primitif dans la gestion d'organisation de tes notes. Oui, c'est vrai aussi. Non, tout à fait. Et moi, j'ai une vie professionnelle. Comme la chatroom nous le dit, Note n'est pas du tout multiplateforme. C'est ce que je viens de dire. Ah, pardon. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Tu m'as perturbée. Je t'ai perturbée, Marion. Reviens. Bon, j'enchaîne alors. Voilà, comme je disais, j'ai une vie personnelle, professionnelle et de blogueuse. Et donc, du coup, j'ai besoin d'avoir plusieurs carnets. Et tant que j'aurai pas cette gestion plutôt fine des notes, que je pourrai pas les classer, à part avec des hashtags ou des mots-clés, etc., ça sera bloquant pour moi. Donc, notes, j'ai trouvé ça mignon, mais... Moi, éventuellement, ça peut remplacer des trucs dont je me sers comme de post-it, en fait. Oui. Ça peut devenir un espèce de super post-it, Note. Mais pour le coup, je préfère Google Keep là-dessus. Ouais, c'est vrai, il est pas mal aussi. Là, ça prend vraiment Google Keep est vraiment bien. Le parti pris post-it à fond, quoi. Ouais.
Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur iOS 9? On va peut-être... Alors, quand même, une annonce énorme pour les développeurs, c'est Swift, le langage de programmation, qui passe open source. Ouais. Moi, j'étais à la cuisine à ce moment-là. Est-ce que tu as entendu un petit peu des détails sur cette annonce ou... Non, Non. il y a beaucoup d'annonces où ils ont pas plus détaillé que ça. Ouais. Mais ils ont parlé de, ça serait à l'automne qui mettrait le code à disposition dispo. des développeurs. En tout cas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants d'une annonce comme ça, mais on peut dire que vu le tonnerre d'applaudissements chez les développeurs, en termes d'opération séduction auprès des développeurs, c'était une annonce assez énorme. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme implication pour nous, utilisateurs de l'autre côté? Je n'en sais rien. Peut-être que quelqu'un dans la chatroom nous dira ce que ça peut avoir comme implication sur des produits finaux développés avec Swift. Mais en tout cas, ça montre bien quand même un changement de mentalité, Oui. qu'on le veuille ou non, que ça soit de l'hypocrisie ou non, que ça soit de la posture marketing ou non. En tout cas, il y a du changement chez Apple. Et ça fait 2-3 keynotes qu'on sent quand même un petit changement dans l'air. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, ils nous mettent aussi FaceTime en open source, comme ils l'avaient annoncé il y a 5-6 ans, quoi. Mais tu as raison, Tanuki-san 64. Microsoft a beaucoup frappé avec ces notions d'open source. Et donc, c'est logique qu'Apple rentre un petit peu dans la course sur ce sujet-là. Ouais, on les aurait encore taxés de grippe-sous. Est-ce qu'on a fait le tour d'iOS 9 ou est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer, peut-être des choses rapidement? Alors, dites-nous s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés de la keynote et que vous souhaiteriez qu'on aborde là maintenant. Sinon, on va pouvoir aborder des petites choses du type brièvement CarPlay, WatchOS et Apple Music aussi. Ouais, CarPlay, on va vraiment aller vite. Oui, CarPlay, on va aller vite. Ouais. Enfin, n'allez pas vite avec votre voiture. Hein. Oui, alors voilà, Proactive, on en a parlé, oui, Farno. on en a parlé, tout à fait. Donc il faudra re-regarder le replay du Périscope ou le replay que je mettrai sur YouTube pour voir le début de l'émission. Mais nous, Proactive, ouais, on est content. Ouais. Non, mais il va y avoir un replay, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'en profite pour m'adresser à ceux qui regardent ce long replay. Peut-être que vous ne voyez pas la chatroom, il y a encore des bugs dans Periscope de synchronisation avec la chatroom. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et donc à suivre Nowtech TV sur Periscope pour ne pas rater les prochains lives en live. Tout à fait. HomeKit, oui, on n'en a pas parlé. Alors, on l'abordera peut-être après, CarPlay. Ouais. Mais en gros, CarPlay, alors si j'ai bien compris, il va supporter les... alors, je sais pas comment traduire en français. Automakers, enfin les constructeurs. Voilà, les constructeurs pourront donner des informations, enfin des infos pourront remonter de ta voiture oui, si, tu pourras avoir une appli Mercedes qui va donner la pression de tes pneus. Donc les capteurs dans la voiture pourront communiquer avec Apple Play. Et c'est plus obligé que ce soit l'interface CarPlay qui apparaisse, mais ça peut être l'interface du constructeur. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ah, ça se plug derrière à CarPlay. CarPlay no supports apps by the automaker. Ouais, donc ça d'accord. Ce qu'il y a de bien aussi avec c'est quoi, c'est Auto Apps ou CarPlay. CarPlay fonctionnera sans l'iPhone maintenant. Oui. De manière autonome. Oui. Avec des apps natives, ce qui nous permet, on en parlera après des applis natives pour l'Apple Watch. Rapidement, HomeKit, j'ai pas trouvé qu'ils ont annoncé grand-chose. Alors, est-ce qu'on a raté quelque chose, nous? Si, là, ces derniers jours, on a pu voir, il y a pas mal de marques là, qui commencent à sortir des produits compatibles HomeKit. Voilà, ils ont annoncé plusieurs marques. Mais c'est ça, c'est 3 secondes de HomeKit. Cédric Bonnet était mort de rire. Honnêtement, oui. Donc, franchement, paix mouillée, quoi. Ouais, on attend encore un peu que ça apparaisse. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est ce qu'ils ont laissé entrevoir avec HomeKit et l'Apple Watch, de pouvoir commander sa domotique depuis l'Apple Watch. Donc ça, c'est intéressant. Mais concrètement, avec HomeKit, on n'a
pas vu grand-chose, où on était en train de dormir ou manger à ce moment-là. Non, il n'y avait pas grand-chose. Apple TV, rien du tout. Alors, ça avait été plus ou moins pronostiqué qu'il n'y aurait rien sur l'Apple TV, mais là, même pas un mot. Donc, est-ce que l'Apple TV est morte pour Apple? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de nouveauté côté Apple TV. Donc, ça, c'est bien dommage. On va peut-être passer un petit peu à la Watch. Ouais. Qu'est-ce que tu avais noté? Siri peut montrer les glances. Ah oui, ça, c'était pas mal, j'avais trouvé. Oui, Siri mais qui peut... ça Ouais, avec ça l'Apple fait Watch, partie, ça de fait toute partie façon. de l'Apple Watch. Donc, plein de petites choses pour WatchOS 2. Vous avez des nouvelles watch face avec des notions de time-lapse de ville qui s'accordent en fonction de l'heure de la journée. De l'heure de la journée. Donc, ils sont allés tourner des time-lapse dans plein de grandes villes. Et donc, sur votre écran, vous pourrez voir... voilà, c'est une anime photo. Bon, pour les gens qui ont envie de se balader avec une photo à leur poignet, on pourra aussi gérer son propre album et que ça change à chaque fois. Donc moi, je n'aurai que des visages de Marion et à chaque heure de la journée, j'aurai un visage de Marion différent. Et on peut aussi faire ça... T'aurais pu dire, mais moi aussi, je veux une Apple Watch pour avoir ton visage toutes les heures de la journée, non? Non. D'accord, ok. On peut aussi créer son propre fond en prenant dans l'album photo, en choisissant une photo, en zoomant ou pas, et en appuyant longtemps en longue presse, ça permet de la placer en fond d'écran de sa watch face. Donc ça, c'est intéressant, ça permet d'un peu plus customiser, ça montre la personnalisation un peu plus poussée, donc c'est des petites choses, mais qui rendent vraiment l'expérience un peu plus personnelle, un peu plus poussée. Et si tu pouvais avoir des photos de whisky en fond de ta montre? Ton chat dans différentes postures toutes les heures. Ça serait flippant. Ça serait flippant. Et de toute façon, il ne change pas beaucoup de posture durant la journée, à part dormir. Ça serait dormir à droite, dormir à gauche, voilà. Ouais. Non, ce qui est de bien, c'est que par contre sur les Apple Face, oui, maintenant on va pouvoir avoir des infos. Oui, Ah oui, ça a été un de mes moments préférés de la conférence. Les complications vont être customisables. Sur votre Watch Faces, vous avez plusieurs parties. Vous avez l'heure, possible. Vous avez l'heure à votre rendez-vous, votre batterie, vos données santé, etc., pour savoir où vous en êtes de votre activité de la journée, etc. Et en fait, là, vous allez pouvoir customiser les informations qui apparaissent à tel endroit. Donc ça, c'est assez sympa. Ce qui t'a fait rire, en fait, c'est qu'ils appellent ça des complications. Ouais, je trouve ça un petit peu étrange de choisir comme nom complications. Oui, mais complications ne veut pas dire la même chose, en fait, en anglais, je pense. Ça doit avoir une autre type de signification. Ah, ils n'ont pas honte d'utiliser ce terme d'horlogerie. En fait, c'est un terme d'horlogerie. Merci beaucoup pour l'information. C'était Tanuki-san, c'est ça? Je sais pas. J'ai pas vu le nom, mais merci. Kasagu, peut-être. J'ai pas vu. Merci beaucoup pour Philibert 12. C'est Philibert. Merci beaucoup à tous pour la Donc précision. les complications, ils essayent de se positionner comme des vrais horlogers à Apple. Donc ils essayent. C'est là où on est entre le numérique et l'horlogerie. Et donc toi, tu avais une fonctionnalité que tu avais particulièrement appréciée durant cette keynote, c'était le time travel. Oui, le time travel sur mon Apple Watch, c'est vraiment un truc parce qu'aujourd'hui, pour aller voir son rendez-vous suivant, on est obligé de cliquer sur le truc et ça ouvre le calendrier et de scroller pour aller voir le rendez-vous prochain. Et là, l'idée, c'est que avec la Digital Crown... Je me perds un peu dans les deux bouts. Heureusement que vous n'avez pas la vidéo sur l'Apple Watch parce qu'en fait, il est en train de se perdre dans les menus. Et là, ça permet très discrètement, en tournant ma Digital Crown, d'avancer dans le temps et de reculer dans le temps, donc finalement de naviguer. Mais tu peux te moquer, mais ce que je dis sur l'Apple Watch, et ce qui m'a le plus déçu dans l'Apple Watch, c'est que je m'attendais à une gestion plus intelligente et plus smart du temps. Parce que finalement, ce que j'attends d'une montre, c'est qu'elle me donne l'heure. C'est sa fonction principale. C'est marrant parce que la majeure partie du temps, elle te donne pas l'heure. Et que d'une manière générale, oui, vas-y, donne l'heure avec ta WeThings. Et hop, je l'ai sorti de son petit bracelet parce qu'à chaque fois que j'appuie dessus... pour lire l'heure, elle met un quart d'heure. Alors, je reviens à mon explication. Oui. Non, oui.
une gestion intelligente de mon temps, c'est ce que j'attends d'une montre smart. Et le fait de pouvoir scroller comme ça, d'un seul geste, dans ma journée, dans ma semaine, ce que j'aimerais bien même, c'est que plus j'accélère avec la Digital Crown, plus ça puisse me faire sauter de semaine en semaine ou machin, pour gérer vraiment une vision globale de mon temps que je trouverais assez intéressante. Donc moi, j'ai trouvé que ça, c'est vraiment un truc que j'attends, par exemple, sur la Watch. C'est du petit détail, mais qui la rendrait peut-être un petit peu plus utile qu'elle ne l'est actuellement. Et donc moi, ce que j'avais pas forcément compris tout à l'heure, c'est que, ok, on scrolle pour faire le time travel, et donc on voyage dans le programme de sa journée pour voir les futurs rendez-vous, etc. Eux, ils donnaient l'exemple, par exemple, de l'embarquement pour un avion, Ouais. pour voir le départ pour l'enregistrement des bagages, l'heure pour être à la porte d'embarquement, etc. Et donc, apparemment, pour revenir à l'heure actuelle, il suffit d'appuyer sur la Digital Crown et ça revient automatiquement à l'heure actuelle. Donc moi, j'avais pas vu ça et du coup, je trouvais ça un petit peu compliqué, mais au final, ça reste très simple. Tout à fait. Un petit mot quand même pour ceux qui nous rejoignent sur le périscope. Ce périscope dure très très longtemps, mais on a beaucoup de choses à dire. Peut-être certains d'entre vous nous ont quittés et d'autres nous rejoignent. Déjà, bienvenue pour nous rejoindre. N'hésitez pas à cliquer sur le nombre de personnes qu'il y a, donc l'information qu'il y a en bas à droite, pour faire apparaître une fenêtre où vous pouvez partager ce live périscope. Donc si éventuellement d'autres couche-tard veulent nous rejoindre pendant ce live périscope. Bravo Farnotte, toujours là, merci. Ouais, les meilleurs, de toute façon, ils restent, toujours. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu. Quand c'est là, il est là aussi. Oui, Philibert aussi. Ouais. Donc, merci. Et donc, on va peut-être un petit peu accélérer sur la suite. Alors, l'Apple Watch, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire rapidement ? La plus grosse annonce, c'était les applications natives. On va peut-être expliquer en 2 mots pourquoi application native sur l'Apple Watch. Actuellement, l'Apple Watch, et c'est le reproche principal qu'on lui fait, c'est que toutes les applications tierces, c'est-à-dire non développées par Apple, sont obligées et fonctionnent avec votre iPhone et surtout, elles processent sur l'iPhone et elles ne renvoient que l'info une fois computée sur votre Apple Watch, ce qui crée des lags, des interférences, et du coup, ça rend franchement les applications tierces très très peu pratiques. Une fois sur 2, on a un lag de 4-5 secondes qui rend finalement l'objet inutile parce qu'on a aussi vite fait de sortir son iPhone pour avoir l'info. Là, l'annonce d'Apple, c'est qu'ils vont ouvrir les vannes pour les développeurs, qui vont pouvoir développer des apps nativement, qui vont fonctionner au niveau, comment on appelle ça, au niveau software, directement avec le hardware de l'Apple Watch, sans forcément être toujours obligé d'utiliser les capacités du processeur de ton iPhone. Alors là, moi je ne vais pas trop détailler parce qu'en fait on n'a eu aucune info là-dessus. Ouais. À part App Native, ils sont pas dit grand-chose. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Marion, elle travaille dans le développement d'app. Donc tu n'as pas eu d'infos à ton business à ton boulot là-dessus. Et petite précision, je suis pas développeur. Donc non. C'est pour ça que je vous parle pas de Swift, de Metal ou d'autres choses comme ça ou que... je ne saisis... Enfin, voilà, je ne connais pas tous les détails là-dessus et je veux pas trop m'avancer quand je ne sais pas trop de quoi je parle. Donc c'est pour ça que pour les apps natives, j'attends encore de voir parce qu'on a eu très peu d'infos là-dessus. Par contre, on a eu des choses intéressantes du type des fonctionnalités mieux intégrées. Comme par exemple, maintenant on peut directement répondre à un mail depuis l'Apple Watch. Donc ça va utiliser forcément à chaque fois la dictée vocale, quoi. Vous aurez également... Alors, il y avait la dictée vocale, il y avait jouer des vidéos, alors ça, je vois pas du tout l'intérêt, c'était complètement gadget. Il y avait le contrôle de la domotique via HomeKit. Oui, lire des Vines sur son Apple Watch, ça va amuser 2-3 fois, mais oui, bon. non, mais ça peut être des choses un petit peu frustrantes auxquelles t'as pas accès, et parce qu'il y a des limitations. En fait, le souci qu'on a pu rencontrer, c'est que Apple a réalisé des applications sur l'Apple Watch super sympas, avec des animations vraiment séduisantes, etc., mais ne laisse pas l'accès à certains éléments pour les développeurs, petits développeurs. Et par exemple, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas implémenter la Digital Crown dans nos applications. Par exemple, on veut faire passer un numéro
pour que vous puissiez choisir un numéro de 1 à 30 ou de 1 à 100 pour pouvoir le paramétrer plus facilement via la Digital Crown, puisqu'on n'a pas de clavier sur la Watch. Et en fait, c'était pas possible de faire via la Digital Crown. Donc on est obligé de mettre un bouton plus et un bouton moins sur les côtés, au lieu de le faire de manière intuitive avec la Digital Crown, parce que Apple ne l'a pas ouvert aux développeurs. Ouais, Donc c'est des choses comme ça. C'est pareil, les fonctions taptiques, ils vont ouvrir. Mais ce qu'on peut quand même se demander, c'est pourquoi ils l'ont pas fait dès le départ. Ils sont presque tirés un peu une balle dans le pied parce que tous les reproches qu'on fait à l'Apple Watch viennent un peu de cette fermeture des vannes et notamment le fait qu'il n'y ait pas des applications natives. C'est un reproche qu'on entend chez tous les chroniqueurs tech sur l'Apple Watch. C'est qu'elle est lente à cause de ça. Et donc, est-ce qu'elle a été lancée un peu trop tôt et que Apple s'en est rendu compte rapidement, et parce que là ils ont développé rapidement la V2 de WatchOS. C'est rapide, et puis c'est des modifications. Permettre des applications natives quelques mois après la sortie de l'Apple Watch, c'est quand même des choses dont Apple ne nous avait pas habitués sur les prises de décision. C'est logique en fait, parce que là il lance un nouveau produit. En effet, il y a peut-être la question sur le fait que le SDK n'était pas parfaitement prêt. Donc, s'il y a des développeurs là qui nous regardent, pour ceux qui ont essayé de développer sur l'Apple Watch, vous êtes bien aperçu qu'il y avait des énormes plantages avec leur logiciel, leur émulation, leur simulateur, etc. C'était quand même une galère, ça plante une fois sur deux lorsqu'on lance la simulation. Il y a quand même des problèmes de ce côté-là. Donc, possiblement, il y a l'aspect que le SDK n'était pas forcément prêt et que c'est un nouveau produit et qu'il vaut mieux limiter le maximum possible pour voir ce qui est possible et laisser très peu de liberté aux développeurs pour pas trop montrer les faiblesses d'autonomie de l'Apple Watch, de puissance de l'Apple Watch, etc. Et faire évoluer ensuite le WatchOS par la suite avec les grosses demandes, les demandes bloquantes, et le faire évoluer de manière intelligente avec les retours des développeurs et des utilisateurs, surtout quand on lance un nouveau produit. Et c'est vrai que quand les apps seront natives, j'ai un peu plus peur vraiment sur la capacité de la batterie à suivre. Pour l'instant, elle est franchement pas mal, la batterie de l'Apple Watch. Oui. C'est 2-3 jours facile. S'il y a des apps natives, ça risque d'être plus dur, quoi. En fait, il faut quand même garder à l'esprit que l'Apple Watch, c'est un support de consultation, de glance. Comme on le disait, vous n'allez pas rester 10 minutes à faire à exécuter quelque chose sur votre application. Pourquoi ? Parce que vous allez fatiguer, vous allez reposer votre bras, et de toute façon... Puis vous avez intérêt à être une femme nartin si vous faites ça toute la journée. Parce que toi, quand tu regardes ton Apple Watch... moi je suis comme ça, moi, dans le métro. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran se met en veille au bout de 2-3 secondes. Donc, vous ne pouvez pas lire d'articles. Par exemple, tout ce qui est application de news, vous n'allez pas lire un article sur votre Apple Watch. Ça ne sert à rien, c'est pas confortable. Moi, je lis Le Monde tous les matins sur mon Apple Watch. Mais ce qui est intéressant, c'est les fonctions... Et c'est bien, il va y avoir des vidéos. Pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est les fonctionnalités de notification et de télécommande de l'Apple Watch. Par exemple, commander mes ampoules UE Philips pour qu'elles s'éteignent, qu'elles aient telle teinte, etc. Pour tout ce qui est télécommande et notification, là, on a vraiment des choses très intéressantes. Donc, au lieu d'allumer l'interrupteur quand vous rentrez dans la pièce, vous sortez votre Apple Watch, il faudra faire la combinaison Force Touch, Digital Crown tournée pour amener les ampoules Philips et les déclencher. Non, Oui, il est fatigué, Jérôme, oui. Comment ça, je suis fatigué? Plein de fois, regardez, croque la pomme. On va terminer avec la bouche pleine. Ils ont aussi laissé l'accès au speaker de la Watch, donc pour passer des sons. C'est pas super agréable, mais bon, ça peut dépanner pour certaines choses. Voilà. Donc on va pouvoir faire des blagues quand même. Parce que du coup, tu vas pouvoir déclencher des sons discrètement avec ton Apple Watch sous ta manche et faire peur aux passants. Ça va être bien. Je suis pas sûre que le passant entendra le bruit de l'Apple Watch. Ouais, je pense pas non plus. Et enfin, la dernière partie peut-être qu'on va aborder, c'est Apple Music. Tout à fait, Apple Music, qui était... Alors,
Cook nous a fait le coup de One More Thing. C'est vrai qu'il ne l'avait pas fait les dernières conférences. Donc, c'était surprenant finalement qu'il revienne à la phrase fétiche de Steve Jobs qui était One More Thing. Et il a pas mal joué le jeu. Il a créé un long silence et tout ça, One More Thing. Bon, on l'attendait tous hein, quand même. Apple Music. La seule petite... Alors, après, on va développer un petit peu ce qui est derrière. C'est vrai qu'on se demandait comment ils allaient appeler ça. En fait, ça s'appelle Apple Music. Mais derrière, il y a plein de noms tiroirs. D'ailleurs, c'est un vrai bordel. Parce que vous avez Radio Beat One, vous avez... en fait, ils nous ont fait Beatstream, une première vidéo de présentation du service où on a Trent Reznor, Jimmy Iovine qui a introduit le service, cofondateur de Beats, racheté par Apple, et qui nous a lancé une vidéo avec Trent Reznor qui parle du service. Voilà, en gros, il y a plusieurs notions. Il y a la notion d'une plateforme de streaming de musique. Il y a une notion de radio diffusée de manière permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que les radios qu'on écoute normalement ne sont pas diffusées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais bon, ils ont insisté sur ce point-là. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi, je trouve que... Alors, je pense qu'il y avait encore un effet de manche marketing dans cette annonce. C'était pour taper sur la concurrence, Spotify en premier, Google Music et tous les autres derrière. Ils ont dit, nous, la musique, elle ne va pas être choisie. Et la nuance était subtile. Je ne parlais pas de ça, en fait. Là, je parlais de la notion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, ils ont eu des arguments, comme souvent sur les services Apple, comme tous les autres services, toutes les radios sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y avait ça, il y avait donc la plateforme de streaming, la radio diffusée, et ensuite un écosystème, un espèce de réseau social pour que les artistes qui... certains ne sont pas signés, que ces artistes-là puissent développer une vraie relation avec leur audience et leurs fans pour leur diffuser du contenu un peu exclusif, des démos, des photos, des photos de chansons, de paroles de chansons, etc. Donc c'est un peu la réflexion que tu t'es faite. C'était c'est MySpace par Apple. Le MySpace by Apple, en fait. Donc ce que j'étais en train de dire moi parce que là c'était une posture marketing pour bien différencier ce produit-là par rapport à la concurrence, en dehors des apports réseaux sociaux et gérer ses fans. Moi j'ai trouvé ça important parce qu'ils ont beaucoup insisté sur le côté humain de l'agrégation de musique, et ça c'est tapé directement sur les couilles de Spotify et de tous les concurrents. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est pour voir parce que j'ai plus de batterie. Ah, attention de ton clavier. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je reprends pour la caméra. Désolée. Oui, ce qui était très très intéressant dans cette approche marketing, c'est de remettre le côté humain en avant de l'agrégation de musique. C'est vrai que c'était tapé dans les couilles de la concurrence, et notamment Spotify, qui utilise plutôt des algorithmes, qui va vous proposer des titres selon ce que vous aimez, mais moi, je sais pas vous, hein, mais moi, dans mes propositions, parfois que j'ai sur Spotify, j'ai des trucs, mais jamais j'écouterai ça. Là, c'était vraiment de dire, on va revenir dans ce qu'il y avait de bien dans la radio. C'est qu'on avait des vrais DJ qui nous proposaient des vrais titres et qui, surtout, pouvaient pousser des musiques auxquelles on n'aurait pas pensé et nous faire découvrir des nouvelles choses plutôt qu'un ordinateur ou un Google ou un algorithme qui serait censé nous faire découvrir de la musique. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette posture marketing, c'est Apple qui essaie de recréer presque un marché organique de la musique. Avec ce côté, on va vous donner un MySpace pour que vous organisiez vos fans. On va remettre le top 50 au goût du jour pour que les gens aient envie d'aller voir qui est au top 50 d'Apple Music. On va avoir des vrais DJ qui vont vous passer des morceaux. Comme ça, vous pourrez les détester ou les aimer. Parce que même les playlists, hein, ils ont insisté sur même les playlists qui vont être proposées en fonction de votre écoute seront réalisées par des experts, des professionnels. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment mis l'accent sur cette notion humain.
Et alors moi, du coup, c'est marrant parce que j'ai pas du tout le même avis que Jérôme. C'est que, en fait, Apple, là, ils ont sorti Beats One, qui est la radio d'Apple. Et du coup, il y a une radio. Ok, donc ça va passer de la musique mainstream. Comme ça, tout le monde écoute la même musique et vous aurez tous les mêmes références, vous aurez tous la même culture musicale et il y aura beaucoup plus de richesse dans le monde. En tout cas pour Apple. Donc ce point-là, moi, ça m'a hérissé, comme vous pouvez le voir. Je trouve ça très dangereux. Alors c'est peut-être le début. Là, ils viennent de lancer le service. Ils ont pris comme figure de proue Zenlo, qui est le prescripteur de musique actuel. Donc il était à BBC Radio 1. Il a explosé. C'est la référence en termes de présentateur, d'animateur radio. Donc là, ils ont fait un sacré coup, d'ailleurs, quand ça a été annoncé. Voilà, il n'y avait plus trop de doute sur le fait qu'Apple allait annoncer un service de musique. Donc ça, c'est un joli coup de la part d'Apple. Et c'est assez... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel de qualité, etc. Mais moi, j'ai vraiment une préoccupation, c'est... Spotify, je suis désolée, mais moi, les playlists qu'ils me proposent, elles sont basées sur mes écoutes et il y a des algorithmes où ils détectent la rapidité, la tonalité des musiques, etc. Et il va me proposer des groupes similaires. Et ça marche plutôt bien. Alors, je dis pas que j'aime tout ce qu'ils me proposent, mais j'ai vraiment un enrichissement des groupes que j'aime. J'écoute ça, Spotify te propose d'écouter aussi ce groupe qui a aussi quelques similarités. Et en effet, la plupart du temps, c'est pertinent. Et un point qui est important à savoir, c'est que moi, personnellement, c'est vrai que je n'ai jamais été une grande adepte de la radio. Les pubs m'ont rapidement énervée. Là, a priori, il n'y aurait pas de pub. Oui, mais en tout cas, les radios... Moi, j'aimais bien les DJ qui lancent les titres, qui parlent un petit peu. Ça peut rajouter de la vie entre deux morceaux. Moi, c'est quelque chose qui me manque avec les playlists. Sauf que, en fait, moi, je voyais surtout comme des inconvénients la pub. Et du coup, la pub m'a toujours bloquée dans la consommation de la radio. Et je n'ai jamais été une grande consommatrice de radio à cause de ça. Donc, j'ai jamais eu cet accrochage et cette familiarité avec un animateur. J'espère qu'avec nous, c'est pas la même chose. mais en tout cas, voilà, j'ai jamais réussi à créer ce lien avec un animateur radio où il te fait les concours un petit peu... vas-y, rappelez-nous entre telle heure et telle heure pour gagner ça. Voilà, à part certaines émissions du soir où là, tu as des dossiers un peu plus intéressants, un parti pris musical plus fort, etc. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que une radio avec la super musique, parce qu'ils ont dit ça comme ça, avec la sélection incroyable de qualité, etc., il y a une radio. Donc en gros, si vous n'aimez pas cette radio, vous êtes un gros nul et vous avez mauvais goût en musique. C'est ça, moi, qui m'a profondément gêné. Je comprends ce que tu dis, et moi, j'ai pas envie d'écouter une seule radio non plus. Maintenant, je me mets à la place du grand public. Le grand public... Mettez des cœurs si vous nous aimez. Le grand public a trop de choix aujourd'hui. Toi, t'as un blog de musique, donc tu suis l'actualité musicale, donc tu sais à peu près quoi écouter, ce que t'aimes, etc. Moi, j'écoute beaucoup moins de musique, et je trouve qu'aujourd'hui, et notamment avec les playlists et les propositions Spotify, il y en a dans tous les sens. Je sais pas trop sur quoi cliquer. Et j'aimerais bien, je te dis pas une radio unique pour n'écouter que cette radio unique, mais au moins pour avoir un point de repère, en me disant, je n'aime pas du tout ce que passe cette radio unique, donc déjà, ça me définit de ce que j'aime pas. Ou, tiens, cette radio m'a fait découvrir des trucs. Tu vois, ça donne presque un point de rendez-vous. C'est à mon avis ce qui manque aujourd'hui avec les radios qui se sont vraiment éclatées. On a beaucoup de choix, ça c'est génial, mais du coup on n'a plus personne pour nous proposer des choses. Quand on s'y connaît, c'est très bien, parce qu'on va vers les produits qui nous intéressent, mais quand on s'y connaît pas, on sait pas bien où aller. Mais comme tu l'as dit, autant je sais identifier des radios que j'aime pas, mais du coup je vais me tourner vers possiblement d'autres radios qui vont me proposer quelque chose de qualité. T'écouteras pas et Radio donc là, Beat 1. J'ai une radio et je ne pourrais pas me tourner vers une autre radio si je n'aime pas le contenu qu'ils me proposent. S'ils ont mis un devant, c'est qu'il va y avoir une 2, une 3, une 4. Je n'ai pas dit le contraire. Là, je fais la présentation sur ce qui nous a été présenté ce soir. En tout cas, t'étais fâché. C'est-à-dire une radio unique pour ceux qui aiment la bonne musique. Mainstream.
Avec, oui, là. The Weeknd. En tout cas, allez lire Wild Session, c'est wildsession.fr, c'est ça, le blog de Marion sur la musique, si vous êtes aussi passionné qu'elle, et on le sent, sur la musique, et tu nous écriras un long article sur, sur Radio Beat, ça fait bizarre en français, hein. Radio Beat 1 qui va vous parler de The Verge. Je la refais cette blague parce qu'elle ne cesse de m'amuser. Je suis un grand enfant. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous de cette notion de une radio unique. Deezer me propose des titres en fonction de mes goûts. Ben voilà, c'est ce que j'aime bien aussi avec Spotify. Mais par contre, je suis assez d'accord avec Jérôme, c'est que l'interface de Spotify devient un petit peu fouillis parce qu'il y en a dans tous les sens. Ouais. Et que des fois, on est un petit peu perdu. Enfin, moi, j'ai du mal aussi à m'y retrouver. Mais je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect un peu fouillis. Moi, je trouve ça quand même intéressant, même parce qu'ils vont le faire aussi de te faire des propositions à la Spotify et à la Deezer. Et ils ont les moyens. Enfin, et ça va pas être que une radio qui va te dire la musique que tu dois écouter. Tu auras plein de solutions alternatives. Ce que je trouve intéressant, c'est de ramener cette notion d'humain quand même dans les choix de musique. Oui, de prescripteur. Ouais, prescripteur. Ça, je trouve ça intéressant, mais il faut pas qu'il y en ait un seul. Non. Parce que tu vas t'identifier à une personnalité. C'est ce que je t'encourageais à faire sur ton blog, c'est de nous donner les meilleurs titres à écouter sur Spotify. Tes recommandations à toi, parce que c'est important pour ça un DJ, tu vois. Donc moi j'aime bien, parce qu'à la limite je serais presque plus prêt à suivre un prescripteur de musique, un DJ, qui me fasse découvrir des trucs de différents horizons, que de me dire, tiens, là, je vais écouter Music for Work, et puis là, je vais écouter Trans Papa Electro 90. Non, mais c'est sûr que là-dessus, c'est vrai que c'est du sang, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Zanlo, hein, qu'ils l'ont recruté. Hein. Ils n'ont pas recruté n'importe qui. Hein. Juste petite parenthèse, Greg Bernon, merci pour la personne qui lui a répondu. En effet, il y aura de toute façon le replay de ce périscope disponible dès qu'on aura fini le live, et on va faire un petit montage qui sera disponible rapidement avec le Canon qui nous filme et le périscope pour la chatroom. Ouais. Ça sera rapidement si je me couche pas. Mais par contre, si je vais me coucher... dans la semaine Oui, non, mais même demain. Mais je vais dormir un petit peu avant et le replay... De toute façon, le replay sera disponible, a priori, si ça foire pas et qu'on n'est pas trop long. Le périscope sera disponible pendant 24 heures sur Périscope. Donc vous pouvez regarder le replay et le recommander à vos amis. Est-ce qu'on a encore des choses à dire ? Moi, ce que je te propose, peut-être qu'on fasse un petit peu nos conclusions sur cette keynote pour qu'on arrête la caméra principale et après on continuera un petit peu avec Periscope et notre chatroom pour prendre des dernières questions ou des dernières choses. Est-ce que ça te va comme programme ? Il y avait quand même une chose qui était très importante à mentionner quand même. C'est que le service Apple Music, donc il est à $10 par mois environ, hein, c'est $9,99 par mois, et qui sera gratuit les 3 premiers mois. Et il y a aussi une offre jusqu'à 6 membres de la famille qui sera à $14,99. Ça c'est pas mal quand même. Elle sera disponible. Ouais. Par contre, pas d'écoute gratuite comme sur Spotify, ça, no question. Non. Mais il y aura quand même les 3 premiers mois gratuits, comme ça vous laissera quand même le temps de tester le service et la qualité. Le lancement se fera le 30 juin, donc tout bientôt, dans 100 pays. C'est quand même pas mal comme lancement. Et attention, il sera disponible sur Android à l'automne. Putain. Alors ça, on est resté sur les fesses, quoi. Bon, enfin, en même temps, non, mais c'est compréhensible. Mais voilà, quoi. Apple évolue. Moi, de toute façon, c'était ce que je disais, un service de musique qui n'est pas cross-platform. C'était pas possible. Mais ça devient un monde fou. Bientôt, je vais pouvoir faire du Final Cut Pro X sur PC si ça continue, hein, Apple. Non, mais attention, hein, où va le monde ? Si on peut faire tourner des trucs Apple sur des Android, c'est la foire à la saucisse. Ouais. Donc voilà, c'était quand même le petit point à mentionner pour terminer ce résumé de la keynote WWDC 2015. Voilà, globalement, on peut dire une keynote sans grosse surprise. Il y a quand même eu... Bon, on a dit effectivement la musique sur Android, ça fait waouh. On sent un changement d'ambiance, une petite ouverture avec Swift en open source, avec ce genre de choses. Apple a tendance à s'ouvrir un petit peu au monde extérieur et à prendre en considération le monde qui l'entoure.
Pas de choses hyper décevantes, pas de choses... Moi, je suis content des évolutions de l'Apple Watch parce que je pense quand même que c'est un produit qui a du potentiel. Je l'ai toujours à mon poignet. Je ne sais pas encore bien pourquoi, mais justement, j'aimerais le savoir. Je trouve les annonces de l'Apple Watch assez sympas. iOS 9, une belle évolution dans le bon sens, sans grosse révolution. Et OS X continue à évoluer dans le bon sens. Oui, moi j'ai trouvé cette keynote longue. Oui, Beaucoup de choses, beaucoup d'annonces, pas mal de peaufinage, hein. Il y a eu une grande annonce avec Apple Music. La deuxième grande annonce, ça a été aussi toutes les annonces de multitasking sur iPad qui étaient longtemps attendues et qui vont vraiment repositionner l'iPad, la tablette comme une tablette professionnelle potentiellement, hein, avec même le Type Kit, hein, pas le Type Kit, le Quick Type, pardon. le QuickType, ouais. Qui va, j'ai confondu avec le logiciel de typo, le QuickType qui va vraiment faciliter aussi la saisie de texte, l'édition, la productivité, donc le multitasking aussi, Split View, vraiment des bonnes choses pour l'iPad. Et moi qui étais un peu qui commençait un peu à bouder mon iPad parce qu'à part regarder des séries, j'étais pas vraiment à l'aise pour travailler avec. Là, c'est vraiment des avancées qui me donneraient envie d'avoir la nouvelle génération d'iPad. Ouais. Donc là, des bonnes choses qui arrivent. OS X, c'est des évolutions logiques. Consolidation aussi. Oui. Ouais, C'est donc ce pas qu'ils mal. disent, hein, expérience, performance. Là, ils ont une bonne base, ils renforcent leur base, ils remettent un petit peu à jour tout ça. Voilà. C'est vrai qu'ils s'inspirent très librement des bonnes choses de Google. Comme Google s'inspire très librement des bonnes choses d'Apple, le marché devient mature et avec une vraie différence quand même marketing. On fait un récap de protection de tes données, bullshit ou pas, on verra, mais une vraie différenciation entre Android et iOS au niveau de la posture marketing. Ouais. Et puis on sent qu'il faut un petit peu évoluer. Alors comme je disais, je suis pas développeur, donc j'ai peut-être pas saisi la nuance, mais voilà, ils abandonnent, c'est pas OpenGL, c'est j'ai un trou. Si, c'était Apple Gel, l'ancien langage de 3D. Oui, c'est ça. Hop. Qu'est-ce que... Si, c'est OpenGL, ouais. Oui, c'est OpenGL, oui. Donc voilà, ils abandonnent OpenGL même sur OS X pour utiliser Metal for Mac. Donc je pense que ça, mine de rien, ça a été un gros boulot de leur côté. Oh, pardon. Désolé. Ça a été un gros boulot de leur côté. Donc voilà, c'est des améliorations importantes. Et je suis assez impatiente aussi de voir leurs efforts du côté de cet assistant proactif sur lequel ils ont vraiment insisté avec ce Spotlight Siri remanié, que ce soit d'ailleurs sur Mac ou sur smartphone et tablette, avec ses contacts, ses applications en fonction de la journée. Donc à voir si c'est vraiment fin ou si c'est du bullshit. Mais ça sera en testant. Oui. Après, comme le disent certains dans la chatroom, il y a eu des belles annonces. Donc, je me sens rassasié, voire un petit peu écœuré, puisqu'il y a quand même eu 2 heures de keynote, et là, on est presque à 2 heures de périscope. Donc, la pomme, je commence un peu à en avoir marre. Mais en même temps, je n'ai pas une excitation comme j'ai pu avoir à d'autres keynotes qui annonçaient des trucs où j'étais là, je vais mettre la version développeur tout de suite parce qu'il faut que j'essaye, machin et tout ça. Ils peuvent pas avoir une annonce de folie tous les ans, hein. L'année dernière, c'était l'Apple Watch. L'année d'avant, c'était iOS 7. Cette année, mine de rien, c'est quand même le service musique qui, toi, peut-être ne t'excite pas forcément, mais qui est quand même une grosse annonce. Oui. Donc voilà, quand même, c'était quelque chose de chargé. On sent qu'il se disperse un petit peu également, hein. On sent qu'il y a des sujets qui sont délaissés, comme on disait, HomeKit. Il n'y a pas eu grand-chose d'annoncé dessus. Apple TV, n'en parlons pas, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'Apple devrait faire plus de keynote pour pouvoir parler plus clairement de ses différents produits? Nous, on fera plein de périscopes comme ça.
Est-ce que vous avez des dernières petits mots, des derniers petits mots à partager avec nous sur Periscope, des petites remarques de fin? On va peut-être arrêter en tout cas le flux replay, le flux de la caméra, garder les gens sur Periscope pour des petites questions de fin, mais nous on va dire au revoir à ceux qui nous regardaient en replay, et moi je dis au revoir à la fin. Bye bye, merci d'avoir regardé.